Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Baudelaire Mieux de Jeune Afrique. Ma première question se portera sur le conflit foncier dans l'Ouest. Vous avez parlé d'interpellation de personnes en lien aux suspectés par rapport aux événements. Je voulais savoir, est-ce ces personnes qui sont impliquées dans la fusillade ou les personnes qui auraient participé au pillage des biens publics? C'est la première préoccupation. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez confirmer que toutes les personnes qui étaient déplacées dans la ville de Guiglo ont pu regagner leur village et leur campement? Et pour la question concernant le coton, je voulais savoir si dans la présentation qui a été faite, il y a une estimation de la production pour la campagne 2017-2018 qui s'ouvre. Je veux parler des prévisions. La première question, donc, l'interpellation des personnes, j'allais dire, c'est les deux catégories qui sont concernées, puisque les services en charge de la sécurité savent aujourd'hui pratiquement quelle communauté a tiré sur quelle communauté. Bon, qui a appelé ces jeunes-là et qui a tiré sur ces jeunes. Donc, j'allais dire aujourd'hui, toutes les personnes qui ont eu à commettre des infractions sont interpellées. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les enquêtes se poursuivent. Et s'il y a d'autres personnes qui sont concernées, elles le seront également, de façon à ce que la vérité soit sue et surtout que des sanctions soient prises et pour éviter la répétition de ce qui s'est passé. Vous demandez si toutes les personnes ont regagné leur village. Nous pensions pouvoir vous dire aujourd'hui que toutes les personnes avaient regagné leur village jusqu'à l'incident d'hier. Bon, donc cet incident va probablement retarder encore le retour des dernières personnes déplacées. Mais nous avons bon espoir que chacun comprendra le caractère très particulier de ce qui s'est passé hier, qui, nous le répétons, n'a rien à voir avec le problème initial. Donc c'est vraiment un pur cas de provocation ou de manipulation pour perturber une situation qui elle-même était déjà en train de se régler naturellement. Vous posez une question donc sur l'estimation de la campagne 2017-2018. Nous n'avons jamais donné un tel chiffre ici. Donc ce n'est pas nous qui allons contribuer à la spéculation. Nous nous en tenons à ce qui est important pour nos paysans, donc le prix pour eux. Maintenant, les spéculateurs pourront faire leur travail. Notre ambition, évidemment, c'est de continuer à croître. Donc, c'est de continuer à produire de façon encore plus importante. Je l'ai indiqué, la Côte d'Ivoire, par le passé, est allée jusqu'à 450 000 tonnes. Donc, aujourd'hui, nous nous trouvons à 300 000. Vous voyez bien que notre ambition ne peut être que de remonter. Donc, je m'en tiendrai donc à cela sans indiquer de chiffres. Les services de police peut-être pourront vous le dire. Pourquoi dans cette crise à l'Ouest, nous n'avons jamais entendu les chefs traditionnels? Nous nous posons la question de savoir quel est le rôle des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire. J'ignore si vous parlez des chefs traditionnels des régions concernées ou si vous parlez de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Peu importe. Peu importe, dans tous les cas, je peux vous dire qu'ils sont parfaitement conscients de la situation et qu'ils sont concernés par le traitement de cette affaire. Nous avions dit il y a une semaine ou deux que des délégations importantes s'étaient rendues dans la région pour justement discuter avec les uns et les autres. Et je peux assurer que la chefferie traditionnelle a fait partie de ces délégations-là. Donc, soyez rassurés, peut-être que vous ne les voyez pas à la télé, vous ne les entendez pas, mais ils sont à l'œuvre dans la région pour calmer la situation.
Monsieur le ministre, la première question concerne l'agrobusiness. Vous avez émis le souhait de voir les banques coopérer. Vous avez sollicité la coopération des banques. Est-ce à dire que certaines banques vous ont déjà émis des réserves sur leur coopération dans le processus? Et si oui, quels sont les arguments qu'ils avancent? La deuxième question, elle concerne la création de la juridiction pour renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption. Je voudrais savoir quelle sera l'implication de la haute autorité pour la lutte contre la haute autorité pour la bonne gouvernance, qui est une institution de contrôle de la corruption, et aussi récemment la Cour des comptes, une institution aussi qui a été créée pour lutter contre la corruption. Merci. Pour vous répondre simplement, les missions des trois institutions que vous avez mentionnées tout à l'heure sont totalement différentes. La haute autorité pour la bonne gouvernance concerne particulièrement les agents de l'administration publique. Donc, elle a pour objectif évidemment de sensibiliser ces agents, mais de contrôler leurs activités et de s'assurer que des mécanismes sont mis en place pour réduire le plus possible, quand il y en a, les cas de corruption, d'enrichissement illicite, etc., etc. Ça, c'est la mission de la haute autorité qui travaille exclusivement pour l'État. Deuxièmement, la Cour des comptes, elle a une mission qui est plus spécifique de contrôle. C'est un peu un commissaire aux comptes, j'allais dire de haut niveau, donc chargé de s'assurer de la bonne gestion comptable et financière de toutes les structures qui aujourd'hui dépendent de l'État de Côte d'Ivoire. Donc là aussi, c'est une mission, j'allais dire, très spécifique, très particulière. Alors que là, nous parlons de tribunal. Un tribunal, il est ouvert à tout le monde, donc pas qu'aux fonctionnaires, en l'occurrence ici. Donc c'est vraiment toutes les infractions financières, c'est tous les cas de corruption, mais c'est vraiment, j'allais dire, c'est là l'aspect sanction peut-être. Donc la fin du processus, il y en a un ici, donc qui permet à la fin de juger et de sanctionner les personnes qui auraient commis des infractions par rapport à nos lois et règlements. Et cette décision a été prise en raison principalement du nombre de plus en plus important de cas de ce type. Donc, qui saturent nos tribunaux et ne donnent pas la possibilité de traiter correctement les autres dossiers qui ne relèvent pas de ce domaine financier-là. Donc, c'est vraiment trois missions qui sont différentes. Ici, c'est une mission nouvelle, contrairement à la Cour des comptes et contrairement à la haute autorité. Donc, mission plus ancienne et bien circonscrite. Ce qui concerne les banques, j'allais dire, il s'agit de cautionnements qui peuvent être relativement simples. Quand nous prenons et que nous présentons simplement ce dossier, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, donc je pense que je ne trahis pas de secret, je pense que je ne dis rien non plus de nouveau. On a 101 milliards de francs CFA de souscripteurs, n'est-ce pas? Vous le savez. Sur les 101 milliards de francs CFA de souscription, nous retrouvons aujourd'hui 24 milliards sur les comptes bancaires. Donc, quand vous retrouvez 24 milliards sur les comptes bancaires, toute la différence manque, n'est-ce pas? Et toute cette différence concerne, pour l'essentiel, une société d'agrobusiness. Je ne vais pas rentrer dans les noms des uns et des autres ici. Concerne pour l'essentiel une société d'agrobusiness. Et chacun, sachant comment fonctionne un marché financier et bancaire, il n'est pas possible que de telles sommes s'évaporent comme ça. Il n'est pas possible que de telles sommes soient déposées quelque part dans un coffre privé. Mais, j'allais dire, quelle que soit la volonté de l'État, quelles que soient les possibilités de contrôle dont l'État s'est doté,
il va être difficile d'aller jusqu'au bout de cette affaire si ceux qui sont détenteurs de ces fonds-là, ou ceux qui ont vu passer ces fonds, si on admet qu'une partie a pu être envoyée à l'extérieur, ou ceux qui ont vu passer ces fonds, ben, qu'ils le disent. Qu'ils le disent. Donc, je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais chacun l'aura compris. Il est important, à ce stade, au stade où nous sommes aujourd'hui, d'avoir une collaboration forte, sincère, claire, de tous les intermédiaires qui ont pu, à un moment ou à un autre, avoir eu connaissance de ces fonds-là. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus sur les arguments avancés par les uns ou les autres, mais il se trouve que nous sommes dans quelque chose qui est logique et qui, malgré sa logique, ne permet pas de traiter complètement cette question. Et surtout parce que l'État de Côte d'Ivoire souhaite mettre la main sur le maximum de ces sommes-là, de façon à pouvoir rembourser les souscripteurs. C'est vraiment notre ambition, je le répète encore une fois, que chacun comprenne que c'est vraiment dans l'intérêt des souscripteurs que nous menons ces enquêtes et que nous demandons à tous ceux qui peuvent collaborer de le faire. Monsieur le ministre, je suis Doumbia, journaliste à l'Inter. Monsieur le ministre, on aimerait savoir un peu qu'en est-il de la rencontre annoncée entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'il y a eu des rumeurs sur cette rencontre. Qu'en est-il au juste? Est-ce que la rencontre aura-t-elle lieu? J'aurais pu vous dire que le président de la République, quand il le souhaite, rencontre les présidents des institutions. Donc cela fait partie des choses normales dans tous les pays. Et en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc le président de la République, effectivement, quand il en sent le besoin, quand il pense que cela est utile, il rencontre les présidents des institutions. Maintenant, comme par ailleurs, je sais que dans son programme d'aujourd'hui, de cet après-midi, il y a effectivement une rencontre entre lui et le président de l'Assemblée nationale, donc je me permets de vous le dire. Donc, mais il ne faut pas accorder à cette rencontre, j'allais dire, une particularité autre que celle qui consiste pour deux personnalités de ce pays de se voir et de travailler sur des questions d'intérêt général. En 2011, vous avez dit on était à environ 1200 mégawatts et maintenant nous sommes à 2200 mégawatts. Et pourtant, de 2011 à maintenant, ce qu'on remarque sur les factures CIE, c'est que vraiment, c'est pas facile. Voilà, ça ne s'explique pas les événements qu'on a vécu ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'Ivoirien qui est assis, par exemple, à Ouassakara, concernant sa facture d'électricité? Selon le barrage de Soubré qui a été inauguré hier, qu'est-ce qui prouve que sa facture va baisser avec ce barrage-là? Je vais essayer de vous répondre là aussi simplement, en vous ramenant peut-être vers le ministère en charge de l'électricité, qui pourra vous donner plus de détails. Qui pourra vous donner plus de détails. En Côte d'Ivoire, nous avons principalement deux sources de production d'électricité. Il y a la production thermique, donc avec les groupes qui sont installés de Cyprel, d'Azito, etc. Il y a également de la production thermique localisée, donc dans certaines villes qui ne sont pas raccordées au réseau national. Et il y a la production hydraulique, depuis Ayamé 1 jusqu'à aujourd'hui. Les calculs sont faits simplement. J'allais dire un calcul de coût, il est fait par rapport à l'amortissement de l'investissement que vous avez réalisé, aux charges de fonctionnement, de maintenance, etc., etc. C'est tout cela qui permet de déterminer un coût. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le coût de l'électricité produite à partir de l'eau, donc l'hydroélectricité, ce coût est plus faible. Je ne vais pas rentrer dans les détails en vous disant voilà le coût de l'un, voilà le coût de l'autre. Est plus faible que le coût de l'énergie thermique. Voilà, j'allais dire c'est connu parce que l'énergie thermique aujourd'hui, elle est produite principalement à partir du gaz
Et le gaz à un certain prix, j'allais dire que même si nous sommes producteurs de gaz, que nous ne pouvons pas baisser là non plus en dessous d'un certain coût. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec deux solutions, dont l'une, manifestement, est moins chère que l'autre. Nous sommes, par ailleurs, dans un secteur aujourd'hui qui n'est pas équilibré, puisque à plusieurs reprises, nous sommes venus ici vous dire les efforts qui étaient faits par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement, pour aller vers l'équilibre du secteur. Au début, il y a quelques années, qu'en 2011-2012, nous étions à plus de 100 milliards de francs CFA de déficit dans le secteur. Et nous avons dit les mesures qui étaient prises progressivement pour essayer de réduire ce déficit-là. Donc, de plus de 100 milliards de francs CFA de déficit en 2011-2012, nous sommes aujourd'hui encore entre 10 et 20 milliards de francs CFA de déficit. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne veut plus, le gouvernement a décidé de ne pas augmenter le prix pour les particuliers. Vous le savez. Ça aurait pu être une mesure pour amener l'équilibre. Mais nous avons décidé de ne pas procéder de cette façon-là. Dernièrement, une petite augmentation a été faite sur les tarifs industriels, ça vous le savez par ailleurs, qui a permis là aussi de résorber une petite partie du déficit qu'il y a. Mais tant qu'on est déficitaire, on n'est pas en situation de réduire les prix. Sinon, on accroît le déficit. Je suppose que c'est simple à comprendre. Voilà. Donc, pour au moins arriver à l'équilibre, il faut, si on ne veut pas augmenter les prix, il faut baisser les coûts. Si on ne veut pas augmenter les prix, il faut baisser les coûts. Et baisser les coûts, c'est aller dans une production qui est moins coûteuse. Et nous l'avons indiqué, et la production, effectivement, d'hydroélectricité est beaucoup moins coûteuse que la production qui est faite à partir de centrales thermiques. Donc, voilà le point, j'allais dire, pour résumer ou pour l'expliquer simplement. L'ambition est là. Maintenant, quand est-ce que cela va se faire? Nous continuons. Nous avons dit quels sont les prochains projets. Nous avons parlé de 500 et quelques mégawatts qui vont venir de l'aval de Soubré.